Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Club Spotter. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Enea qui va nous parler un petit peu d'elle, qui va nous parler de sa carrière. Enea qui est très jeune et qui Oui. pourtant a déjà pas mal de vécu devant elle. Et ben, je te laisse te présenter. Bah écoute, avec plaisir. Du coup, je suis Enea, j'ai 23 ans, donc en effet, je crois la plus jeune depuis que tu as invité des personnes sur ton Pour podcast. sûr. Et on va dire dans toute ma vie professionnelle, même si elle est assez courte, j'ai toujours bossé sur les CRM et principalement sur HubSpot. En gros, ça a commencé dans mon tout premier stage il y a 4-5 ans maintenant. Deuxième stage, pareil. Ensuite, un taf en CDI dans une startup de la fintech et j'étais CRM manager. Donc en fait, j'ai fait que ça. Et j'ai enchaîné avec des missions en free pour des clients, donc à chaque fois implémenter, optimiser HubSpot le plus possible pour correspondre aux besoins du client. Et du coup, c'est pour ça que j'ai créé mon agence qui s'appelle Oltega il y a maintenant 6 mois. Et donc, on accompagne les entreprises dans leur développement commercial et notamment en intégrant ou en optimisant leur CRM, donc qui est souvent HubSpot. Et en gros, l'idée principale, c'est de faire en sorte que, ok, à partir du moment où il y a un prospect qui montre de l'intérêt, on le suive, on le traque, on lui envoie les bons messages au bon moment, jusqu'au moment de la vente. Et je pense que c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Mais c'est un peu le sujet de l'épisode, ouais. Comme dans chaque épisode de Club Spotter, c'est toi qui as choisi le sujet Ouais. et tu as justement choisi de nous parler de ça, ce fameux tunnel de vente qui perd de la prospection et qui arrive a priori au closing. Ma première question, ça va être, selon toi, quelles sont les étapes primordiales de ce tunnel de vente et à partir de combien d'étapes alors, ce sera une deuxième question, mais à partir de combien d'étapes il y a trop d'étapes? Parce que j'ai vu aussi des tunnels de vente interminables et c'est agréable pour personne. Je pense que la première étape déjà, c'est de définir, ok, tes prospects, comment est-ce qu'ils rentrent dans ton CRM. Comment est-ce qu'ils montrent de l'intérêt pour ton produit ou pour ton service. Ça peut être télécharger un lead magnet, ça peut être réserver une réunion, ça peut être soumettre un form, un ticket. Et en gros, en fonction de ce que la personne va remplir comme info, toutes les infos que tu récupères sur elle, ça peut être des caractéristiques spécifiques à ton entreprise, typiquement le chiffre d'affaires de la boîte, l'industrie, etc. Comme ça peut être des choses enfin du tracking plus précis, typiquement combien de fois la personne elle est venue sur ton site, etc. Et ensuite, en fonction de toutes ces infos, donc tu as un max d'infos sur ton prospect, en fait, tu vas le rediriger selon sa qualification vers tel ou tel tunnel de vente. Donc typiquement, si tu vois que la personne, elle n'a pas trop le budget, que tu n'as pas envie que ton équipe sales, elle passe un temps fou à les appeler, alors qu'a priori, il y a très peu de chances que ça close, bah, tu les envoies plutôt vers un tunnel assez automatisé, où les personnes, elles entendent parler de toi de façon assez régulière, elles reçoivent des emails qui sont pertinents pour elles, mais pour autant, tu passes pas un effort monstre. Et par contre, les personnes qui sont hyper qualifiées, donc dans HubSpot, tu peux calculer un scoring en fonction de toutes ces infos. Là, par contre, tu vas plutôt les faire passer sur le tunnel vente pure. Là où tu vas avoir des tâches pour tes commerciaux pour qu'ils les appellent, tu vas avoir des relances une fois que tu as envoyé un devis, etc. Donc je suis pas sûre qu'il y ait un nombre d'étapes précis, mais ça dépend beaucoup en fait de la qualification de ton prospect. Si c'est un prospect pas qualifié, pas beaucoup d'étapes. Tu l'envoies dans un truc assez automatisé. Si à un moment il veut revenir à la vente, il n'y a pas de souci. Si par contre c'est des gens hyper chauds, bah là tu les envoies, t'envoies le max quoi. T'envoies les séquences, t'envoies les sales, t'envoies tout. Et le sales, c'est peut-être la meilleure façon de closer encore aujourd'hui. Oui, 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 non Peut-être que mais ça changera complètement. demain, mais encore aujourd'hui, c'est un peu la meilleure manière. Ok, et alors sans avoir d'étapes et de nombre d'étapes prédéfinies, euh, ce qu'on voit généralement, alors déjà, il y a deux choses. Tu parlais de scoring, il y a le fit scoring et le lead scoring qui sont deux choses différentes. Ouais, tout à fait. Euh, enfin, selon toi, comment est-ce qu'on définit ces deux paramètres-là en fonction de quels critères et pourquoi il est hyper important de le définir avant de commencer sa prospection et de paramétrer son HubSpot. Bah, je pense que c'est hyper important même pour le commercial en général, parce qu'en fait, tu définis ta cible, tu te dis, OK, quelles sont les personnes avec qui j'ai envie de bosser, mon service, il va parler à qui, et au final, parfois, c'est limite plus un travail d'offre commerciale au général que vraiment CRM, et c'est pour ça que c'est hyper intéressant, c'est que souvent, quand tu veux commencer à configurer un CRM, en fait, tu creuses dans tous les sujets qui sont parfois touchy, parfois pas trop abordés dans les boîtes, et du coup, ça force tout le monde à se poser et à se dire, OK,
c'est quoi mon client idéal, combien il y a de personnes dans sa boîte, c'est quoi son secteur, c'est quoi son budget, c'est quoi son chiffre d'affaires, etc., etc. C'est quoi ses centres d'intérêt. Et en fonction de ça, en fait, tu vas pouvoir créer ton lead scoring de façon assez simple en mettant, bah voilà, si la personne, elle fait plus de, je sais pas, 1 million de chiffre d'affaires par an, on va lui donner plus de points que quelqu'un qui fait 100K, parce qu'a priori, notre offre, elle va être plus adaptée. Et c'est vraiment définir ces critères. Donc, ça peut être des critères vraiment des caractéristiques de l'entreprise. Et ça peut être aussi des critères sur son comportement vis-à-vis de la boîte. Donc, est-ce que la personne, elle s'est abonnée à tes emails, enfin à ta newsletter? Est-ce que la personne, elle a téléchargé 12 lead magnets? Peut-être qu'en effet, tu vas être intéressant pour elle. Est-ce que la personne, elle est venue sur ton site? Est-ce qu'elle s'est renseignée? Elle a pris rendez-vous? Et ça, c'est des critères hyper importants. Donc, il y a autant la partie comportementale que la partie vraiment caractéristique pure, mais pour définir qui sont les prios et qui est-ce qu'on va appeler en premier. Ok, donc ça c'est pour le lead scoring du coup et le feed scoring. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui galèrent un peu avec cette notion de rééquilibrage au point de vue en fait, de la gestion de leurs leads. Il y a beaucoup de leads qui passent à la trappe parce qu'en fait, c'est des leads super chauds, mais ils vont être contactés trop tard. Ou au contraire, on perd du temps sur des leads qui sont pas du tout intéressants. Alors, pas intéressant, à momenter pour l'entreprise, parce qu'un lead, il est toujours intéressant et on va le voir après. C'est important aussi de le garder en base, parce qu'il est peut-être pas intéressant à momenter, mais comme ce qu'on disait avec Shannon la dernière fois, c'est pas parce qu'un lead n'est pas intéressé à momenter qu'à momenter plus un, après avoir bossé un peu ou après avoir fait des choses pour éventuellement évoluer, il sera pas intéressé ou il sera pas intéressant pour une entreprise. Comment est-ce que toi, tu guides tes clients sur la conception de ces notions-là dans HubSpot, d'un point de vue plus technique ou d'un point de vue en tout cas plus développement HubSpot, intégrateur HubSpot? L'idée, souvent, ce que je conseille à mes clients et ce qu'on fait ensemble, c'est de prendre en gros vraiment le client idéal. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez signé un client où vous dites, en fait, cette personne, c'est évident qu'il n'y a pas d'autre moyen qu'elle n'achète pas nos services. Et à l'inverse, de prendre quelqu'un où on a passé un temps fou et où en fait, ça n'avait pas trop d'intérêt. Et de décortiquer en fait chaque différence entre ces deux prospects. Et ça nous fait toute une liste de critères. Est-ce que c'était pas la bonne industrie? Est-ce que c'était pas le bon interlocuteur? Parce que la personne, elle n'était pas décisionnaire. Donc en fait, t'as beau y passer un temps fou, ça sert à rien. Donc ça nous fait toute une liste de critères très précis. Et dans HubSpot, on a une propriété lead scoring sur lequel on peut mettre justement tous ces critères. Donc on crée les propriétés. On va faire en sorte qu'avec des workflows, ils se remplissent. Ça peut être via un formulaire, ça peut être via le tracking d'HubSpot. Et ensuite, on va mettre ces propriétés dans le lead scoring et on va leur affecter un nombre de points en fait, que les prospects gagnent, on va dire, à chaque fois qu'ils remplissent un critère. Et ça nous fait un lead scoring qui fait qu'on peut traiter en prio vraiment les leads les plus chauds. Ok, donc ça c'est fait via des propriétés qui se remplissent. Ouais. Et des workflows qui automatisent derrière un peu la distribution du lead dans ton CRM. Exactement. Moi, j'aimerais qu'on parle un peu, on parle pas souvent des leads qui sont en nurturing, en fait, des leads qui sont pas intéressants pour l'entreprise à monter, mais qui peuvent le devenir dans un deuxième temps. Et c'est là où vraiment je trouve le marketing et le sales se juxtaposent parce que en fait, le sales va pas être intéressant à momenter, mais au fil du temps avec du marketing, on va le renvoyer un peu plus fort, si j'ose dire, ou en tout cas avec un plus de maturité au sales. Comment est-ce que toi, tu gères ça chez tes clients en connectant finalement la partie sales et la partie marketing de HubSpot? De toute façon, j'ai une règle de base que j'essaie de mettre en place chez tous les clients, c'est qu'en gros, il n'y a aucun lead qui doit être juste perdu dans ton CRM, tu sais pas où il en est rendu, il se passe rien, il n'y a aucune étape qui est prévue après, ça c'est vraiment la grande règle de base. En gros, tu as un peu 4 types de contacts. Tu as tes clients, eux tu peux leur envoyer des séquences, de la newsletter et tout, mais c'est pas trop le sujet. Tu as vraiment les gens qui sont ta blacklist, les gens qui t'ont dit arrêtez de me contacter, vraiment ne me contactez plus jamais, je ne peux plus entendre parler de vous. Bon, eux évidemment, bon, tu les laisses tranquilles. Et ensuite, tu as tes personnes qualifiées, donc là c'est plutôt côté sales, où ils vont attaquer, tu as une grosse campagne marketing. Et tu as les gens qui sont pas hyper intéressants ou intéressés à l'instant T, mais qu'il faut surtout pas lâcher, parce que c'est des gens, leur boîte elle va évoluer, peut-être que eux-mêmes ils vont changer de poste, changer de boîte, et en fait dans leur nouvelle boîte ça va être hyper intéressant. Et ces gens-là, c'est important de leur rappeler ce que tu fais, quelles sont toutes tes nouveautés, quels sont tes services qui pourraient être intéressants pour eux, et en fait que tout le temps ils entendent parler de toi. L'objectif c'est pas de les harceler, mais c'est vraiment que dans leur tête, s'ils pensent à
ton service, ils pensent à toi directement. Ils ont l'impression que tu fais bien ton taf, que t'as des clients top. Et du coup, le moment où ils vont avoir le besoin, en fait, ils vont directement revenir vers ton équipe commerciale et elle va pouvoir limite traiter de l'inbound, où en fait, ils vont revenir te voir en mode ah bah en fait, je reçois vos mails, vos séquences et tout depuis X temps, je suis abonné, c'était pas hyper intéressant, mais maintenant en fait, c'est le moment T, et c'est ce qui fait que tu arrives pile au bon moment parce qu'en fait, ils reviennent vers toi directement. Donc ça, c'est vraiment l'idéal. Donc c'est entretenir ces leads et pouvoir aussi leur donner, alors leur apporter du contenu qui soit intéressant pour eux avant de penser à du contenu commercial. Moi je sais que c'est quelque chose qu'on fait beaucoup et qui est important de faire, je trouve. Et je trouve que HubSpot est vraiment l'outil pour permettre ça. Mais c'est d'entretenir ses bases avec une newsletter qui soit la plus pertinente possible sur son domaine d'activité. Et ça permet d'avoir vraiment cette espèce de continuité dans la relation où on est un peu là mais sans être là et on reste un peu top of mind comme tu disais, ce qui est hyper important. Ouais, puis on fait pas de la vente directe, c'est-à-dire qu'on t'envoie des choses qui peuvent être intéressantes pour toi. Si tu essaies de vendre en envoyant 12 mails par jour, à un moment, il y a quand même de fortes chances que la personne, elle se désabonne et juste elle se casse. Donc l'idée, c'est plus d'envoyer le bon contenu sans forcer la vente, mais en plaçant de temps en temps tes petites offres, tes petites promos et tout. Et au final, c'est ce qui fait que au moment où la personne, elle sera prête, elle va revenir vers toi un peu naturellement. Ouais. Je suis entièrement d'accord. J'ai une deuxième question, enfin une troisième finalement. Quand tu implémentes HubSpot chez un client, il n'a pas de CRM ou il passe d'un CRM un peu maison, comme ce qu'on racontait avec Maxime, à un CRM, enfin à un HubSpot en fait. Comment est-ce que tu expliques à ton client et surtout comment tu le fais réfléchir sur son lead scoring ou son feed scoring? Parce que toi, ça doit être compliqué parce que t'as pas tous les tenants, les aboutissants de chaque industrie. Euh, Comment est-ce que tu le fais réfléchir? Est-ce que tu as des questions types que tu leur poses pour les faire réfléchir justement à au-delà de, ok, est-ce que vous pouvez prendre votre meilleur client et votre pire exemple. Est-ce que tu as des questions concrètes qu'on pourrait se poser pour justement identifier ce feed scoring ou ce lead scoring? Moi, ce que j'aime bien faire en tout début d'implémentation, et c'est ce que je dis beaucoup, c'est qu'en fait, ok, sur un intégrateur ou une agence, il y a des compétences techniques qui sont hyper importantes, mais en fait, la compétence la plus importante qui fait vraiment la différence auprès des clients, c'est de réussir justement à comprendre leurs problématiques, à comprendre leurs enjeux, à essayer de se glisser un peu dans l'équipe et comprendre quels sont tous les enjeux, puisque bah, comme le disait, je crois, Shannon dans le dernier épisode, en vrai, ils savent pas forcément jusqu'où ils peuvent aller avec les outils, peut-être qu'ils ont des problématiques, mais ils s'en rendent pas forcément compte, enfin en tout cas, ils se rendent pas compte que HubSpot peut les aider à régler ce problème. Donc souvent, l'idée, c'est de suivre tout leur process. Donc les questions, c'est souvent, ok, aujourd'hui, quand tu as un prospect qui rentre, qu'est-ce que vous faites? Qui les prend en charge? Qu'est-ce qui se passe? Et de creuser vraiment comme ça, point par point. Ensuite, ok, bah aujourd'hui, ce que vous faites, quelles sont les limites? Quelles sont les problématiques que vous y voyez? Donc là, tu as les limites vraiment classiques qui font qu'aujourd'hui, ils pensent avoir besoin d'un CRM. Donc souvent, c'est les choses qui te présentent en premier. Où est-ce que vous voulez aller aussi? Parce qu'en fait, si tu es une petite boîte et que tu veux juste faire un petit peu de marketing, t'as pas prévu d'être la prochaine licorne, ça va pas non plus être les mêmes strates que si tu as prévu de construire un empire. Il y a vraiment, déjà, l'implémentation, ça va pas être la même, les process non plus. Et si tu as prévu que ton équipe, elle double dans un an, bah, il va falloir faire des choses qui vont pouvoir beaucoup plus évoluer. Donc, quelle est la vision de la boîte? Et ça permet vraiment d'être un peu dans leur botte et de les challenger sur tous les points. Donc, typiquement, bah, ok, vous envoyez un devis. Donc typiquement, ils vont dire, voilà, nous, on envoie un devis, ensuite la facture. Ok, mais le devis, vous l'envoyez par quoi? Qu'est-ce que vous faites exactement? Où est-ce que vous allez chercher les infos? Est-ce que les données, elles sont enrichies? Ou est-ce que vous tapez sur Papers? Etc., etc. Et de vraiment creuser chaque point. Et ça m'arrive très souvent que, voilà, première question, c'est, ok, quel est votre process aujourd'hui? Et en gros, à chaque point, mes prospects, je les coupe et je leur dis, ok, mais ça, tu le fais comment exactement? Parce que dans leur tête, c'est clair, mais l'idée, c'est que toi, tu te projettes et que tu comprennes quel est leur quotidien. Ok, hyper intéressant. On arrive à un de mes moments préférés des épisodes de Club Spotter, qui est le moment de l'anecdote. Écoute, Enea, le micro est à toi. Petit jingle. Petit jingle. Écoute, pour mon anecdote, j'ai choisi vraiment un moment au lancement de ma boîte. Donc forcément, lancement de boîte, l'objectif c'est de trouver un max de clients. Donc c'est le moment où tu galères un peu, tu cherches partout, tu as les yeux un peu partout qui voient toutes les opportunités.
Et du coup, pour la petite anecdote, j'étais sur Tinder à l'époque, et donc évidemment, ils envoient des newsletters de façon régulière, de la même façon pour engager les clients, faire en sorte que tu t'y retrouves, enfin que tu y ailles assez souvent. Et toute l'année, je crois pendant 3 à 6 mois, pendant juin, juillet, août, je recevais des newsletters de nouvelle année. Genre, j'espère que vous avez bien fêté le nouvel an, nouvelle année, nouveaux objectifs, enfin des choses comme ça, mais vraiment en plein mois d'août. Donc, Excellent. trop bizarre. Et donc, je me suis dit, il y a forcément un bug dans un de leurs workflows ou une de leurs campagnes marketing. Je sais pas, il y a un problème quelque part. Et je pense que c'est dans leur CRM. Et je me suis permise, du coup, de leur envoyer un petit message en mode, bon, je vois que ça a pas l'air de marcher super bien. Il a l'air d'avoir quelques petits soucis. Est-ce que vous voulez pas qu'on vous aide à faire ça? J'ai pas eu de réponse, mais peut-être. Ah, c'est dommage. Je m'attendais à une chute avec une réponse. C'est dommage. Bah, si quelqu'un de Tinder regarde un jour Club Spotter, ben, c'est le moment de foncer parce qu'a priori, vous envoyez pas les bons emails au bon moment. N'hésitez pas parce que là, ça Donc, aide pas. je pense que c'est une erreur. Tu peux assez rapidement passer à côté parce qu'en fait, quand Tu t'as t'en des rends pas workflows compte qui quand t'es dans run. ton truc. Si t'as pas des gens qui s'inscrivent, souvent ça arrive en fait quand il y a de nouvelles personnes qui arrivent et tout et qui testent des trucs et tu te dis mais en fait ça marche pas, personne s'en rend compte mais ça marche pas. C'est un peu. C'est marrant parce que c'est un peu partout pareil, mais t'as souvent des trucs qui, au final, tu te rends compte que ça fonctionne pas très bien, alors que ça a été implémenté par un mec qui est parti depuis 2 ans, que le truc run toujours et qu'en fait, bah, ça envoie des emails. Ou alors quelqu'un qui a voulu, peut-être, qui a eu une très mauvaise expérience chez Tinder et qui a voulu bousiller volontairement un workflow, on ne sait Après pas. peut-être que c'était une stratégie marketing pour faire en sorte que L'air de rien, tu parles d'eux aujourd'hui. Donc, c'est que ça fonctionne plutôt bien. finalement peut-être que tout était calculé. C'est possible, c'est possible. Est-ce que tu peux nous donner 3 choses qu'il faut retenir de cet épisode, les 3 choses qui pourront aider les gens à construire un tunnel de vente qui soit beaucoup plus intéressant et surtout beaucoup plus performant que ce qu'ils ont aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous extraire 3 bullet points à retenir? Le premier point, je pense que c'est surtout segmenter sa base. C'est le truc le plus important, que ça soit en fonction d'une caractéristique, en fonction de son activité, de savoir à quel point la personne elle est qualifiée. L'idée c'est vraiment de savoir qui est dans ta base et à quel endroit ils sont. Donc je pense que le plus important, segmenter sa base. Ensuite, deuxième point, ne lâchez personne. Même les gens qui sont pas hyper qualifiés à l'instant T, ils le seront potentiellement dans le futur. Et surtout, ne pas les lâcher et leur envoyer toujours des petites nouvelles pour savoir où est-ce que vous en êtes. Et le troisième point, c'est aussi de réussir à libérer vos équipes sales en les faisant se focus sur les personnes les plus qualifiées, les personnes qu'elles ont le plus de chances de convertir. Même pour elles, c'est hyper engageant et hyper impactant parce qu'au final, elles vont arrêter de perdre du temps sur des listes qui sont moins qualifiées. Donc je pense que c'est les 3 points qui résument en gros ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Mais écoute, c'est hyper clair et c'est parfait. Un mot de la fin? Un dernier petit mot, un mot qu'on retiendra tous? Ne lâchez rien. Jamais un prospect, on lâche jamais un prospect. On ne lâche jamais un prospect. Alors on va combiner ça en un mot, mais c'est l'idée qui est importante. La détermination. Ne lâchez jamais un prospect. Ça c'est peut-être le meilleur conseil, à moins que pour le coup il fonctionne pas du tout avec votre industrie ou vous soyez pas du tout en mesure d'adresser ce client-là. C'est hyper important de garder toute une base de nurture et d'entretenir cette base avec du marketing pour pouvoir derrière potentiellement les closer à un moment T+1 qui sera plus opportun. Ouais, mais il y a plein d'anecdotes comme ça, de personnes qui reviennent, on sait pas trop d'où ils viennent, on n'était pas du tout en train de les travailler, et d'un coup ils te disent ah mais je t'ai vu passer dans mes mails, je vous suis depuis un moment, et en fait j'ai trop envie de bosser avec vous. Ça arrive, et ça pour le sel c'est vraiment le meilleur truc possible. Merci beaucoup Enea d'avoir participé à cet épisode de Club Spotter. C'était un vrai plaisir de t'interviewer et j'espère que ça aidera beaucoup de gens. N'hésitez pas à contacter Enea si vous voulez avoir plus de conseils ou si vous voulez aller un peu plus loin dans le débat. Merci d'être venu. Merci à toi de m'avoir accueilli. Et puis avec plaisir, s'il y a quelqu'un qui a la moindre question, même au niveau de mon contenu, je partage souvent des tips et tout. Donc voilà, pas de souci, je reste dispo beaucoup sur LinkedIn. Top. Merci beaucoup. Merci.